Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. C'est la semaine où les jeunes et les moins jeunes retournent dans la rue pour marcher pour la planète. C'est vendredi, il y aura à Montréal Greta Thunberg, l'activiste originaire du mouvement Friday for Future. Ce mouvement incite les jeunes à faire grève de l'école pendant une journée, le vendredi, pour interpeller les gouvernements de l'urgence de la lutte au changement climatique. Manquer l'école pour souligner l'importance de passer à l'action pour la planète, c'est mettre en avant l'environnement dans nos vies. Mais l'école a aussi son rôle à jouer pour la sensibilisation environnementale des jeunes, de l'école primaire à l'université. Penser vert, cela s'apprend aussi à l'école par une véritable éducation à l'éco-citoyenneté. Un quart de siècle après les premiers états généraux de l'éducation relative à l'environnement, le Québec ne possède toujours pas de politique pour l'intégrer dans son programme éducatif. C'est pourquoi le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté et de nombreux autres organismes s'activent au Québec pour que l'école tisse des liens plus solides avec les acteurs en éducation informelle en environnement. On pense aux parcs, aux musées ou encore à des organisations communautaires comme Équiterre, par exemple. Cette stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté pourrait même pousser les jeunes à lutter pour leur environnement sur leur propre banc d'école et non dans la rue. Justement, l'initiative Cégep vert du Québec d'environnement jeunesse fête cette année 15 ans. Dans la province, 27 cégeps forment de jeunes citoyens à s'engager dans la cause environnementale. Cette semaine, à Je vote pour la science, nous voulons parler d'éducation à l'environnement. Vous avez à cœur l'écologie et l'éducation? Restez avec nous. Pour parler d'éducation à l'environnement, de jeunes engagés pour la planète, je reçois aujourd'hui Catherine Gauthier, la directrice générale d'Environnement Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Je reçois aussi Lucie Sauvé, la directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc à Je vote pour la science. Nous sommes à 4 jours de la marche pour la planète qui se tiendra le 27 septembre. Même si je connais la réponse, je me dois de vous poser la question. Allez-vous participer à cette mobilisation de vendredi, la marche pour la planète? Et allez-vous inciter vos étudiants ou les jeunes qui vous entourent à le faire, Catherine? Certainement. Environnement Jeunesse a même voté en faveur d'une grève organisationnelle. Donc, nos bureaux seront fermés pour l'occasion. Et toute l'équipe d'Environnement Jeunesse invite d'ailleurs les citoyens, les jeunes, mais aussi les personnes de tout âge là, à venir marcher avec nous dans la rue. Nous serons présents là, au rassemblement à Montréal pour marcher, dans le fond, avec certainement des milliers de jeunes engagés qui vont réclamer une plus grande justice climatique, mais également des changements au niveau québécois, notamment en matière d'éducation relative à l'environnement. On marche à Montréal. Est-ce qu'on marche dans le reste de la province aussi? Certainement, il y a des rassemblements là partout à travers la province. On en répertorie là des dizaines. Donc, on invite aussi les gens à surveiller quelle marche est la plus près afin de minimiser également ces déplacements. Professeur Sauvé, de votre côté, allez-vous marcher? Mais tout à fait. Il y a plus d'un titre d'ailleurs. Premièrement, on va marcher ensemble du Centre de recherche en éducation relative à l'environnement et également avec cette coalition éducation, environnement, éco-citoyenneté qui a été mise en place pour propulser le projet de stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Alors cette coalition-là regroupe environ une centaine d'organisations et plusieurs centaines de personnes qui l'appuient. Et on va marcher ensemble et je vais marcher aussi avec le collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et des enjeux énergétiques. Nous sommes 150 scientifiques engagés sur ces questions. Je vais marcher aussi avec mon syndicat des professeurs de l'UQAM, enfin, et je vais marcher avec des citoyens qui vont venir de différentes régions du Québec et qui vont converger vers Montréal. Vous allez donner congé à vos étudiants, mais est-ce que l'UQAM donne congé plus largement aux étudiants?
Oui. L'UQAM reconnaît la pertinence de cette marche-là et évidemment, l'invitation est faite à y participer. Marcher, donc manquer l'école pour aller manifester, c'est une action, mais il y en a plein d'autres pour contribuer à bâtir un monde plus vert. Et certaines passent même par l'école, n'est-ce pas? Oui, absolument. L'école a un rôle majeur à jouer. On reconnaît ce monde en bouleversement dans lequel nous vivons tous et la grande inquiétude, voire même l'anxiété. On va parler d'éco-anxiété que ça soulève. Et oui, l'école a un rôle majeur à jouer, un rôle de changement culturel, mais aussi l'école doit inviter les jeunes et les soutenir dans leur élan de contribuer à la construction de ce monde qui est le leur, dans lequel ils vivront. Donc oui, l'école a... Bon, on peut dire qu'à l'école, il y a déjà des enseignants lumineux, engagés, qui font des projets magnifiques, mais on doit viser l'institutionnalisation d'une éducation relative à l'environnement à l'école pour rejoindre tous les enfants. D'une part, pour promouvoir leurs compétences d'action, leur compréhension des choses, leur vision du monde, mais leur pouvoir d'action, et soutenir les élans qui y sont déjà. Oui. Être éco-citoyen, devenir éco-citoyen, ça passe par l'école aussi. Oui, au sein des projets d'environnement jeunesse, on a un programme phare qui s'appelle le programme Cégep vert du Québec, qui a été lancé en 2004. Donc, on souligne cette année, c'est 15 ans. C'est un réseau de cégeps répartis dans une dizaine de régions du Québec qui prennent part activement au changement de comportement, autant individuellement qu'au niveau institutionnel, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de freins dans certains cas à l'action individuelle qui peuvent être abaissés par des mesures qui sont structurantes, qui sont institutionnalisées, comme Lucie le mentionne. Et au cœur du programme Cégep vert du Québec, on souhaite favoriser une participation active de la communauté étudiante à la prise de décision, parce que trop souvent, des décisions sont prises pour les étudiants en leur absence. Donc, ce programme-là permet de les amener à la table de décision que nous, on appelle le comité d'action et de concertation en environnement. Donc, il y a un rôle de venir structurer les initiatives environnementales dans un établissement collégial, mais aussi d'encourager, de favoriser la participation de toutes les parties prenantes. Et nous, c'est certain, chez Environnement Jeunesse, comme notre rôle, c'est de porter la voix des jeunes auprès des décideurs, des décideuses. On porte une attention toute particulière à la participation étudiante au sein de ces forums. Il y a environ une vingtaine de cégeps verts au Québec? Même plus, on atteint presque 30 établissements. On a en fait une trentaine d'établissements qui participent activement au réseau. Pour en faire partie, il suffit de s'inscrire et à la fin de l'année de produire un rapport. C'est pas tous les établissements qui produisent un rapport et donc qui obtiennent un niveau de certification qui va du niveau 1 au niveau excellence. Mais ce qui est intéressant quand même de prendre part à un tel réseau, c'est tout le partage de bonnes pratiques, d'avoir également accès à des outils de gestion, parce qu'on le sait, il faut planifier ses actions. Quand on parle d'institutionnaliser ou de mettre en place des mesures sur le long terme, il faut s'assurer d'avoir les bons outils pour le faire et de penser même à l'intégrer à la planification stratégique d'un établissement, parce que c'est vraiment là où ça peut faire une différence, puis d'attribuer les budgets de manière conséquente, puis de s'assurer que chaque bataille environnementale, en soit peut-être moins une, parce que ça fait partie de la philosophie, des valeurs ou même de la vision d'un établissement. Depuis 2004-2005, ça fait à peu près 15 ans, les questions environnementales ont changé. Maintenant, on parle beaucoup du climat, par exemple, et de la perte de biodiversité. Est-ce qu'on parle aux jeunes de manière différente à l'école? Je pense que dans le discours, dans la manière dont on parle de la question climatique, on parle beaucoup de crise climatique, d'urgence climatique. Je pense qu'effectivement, on est rendu là, puis avec le rapport du GIEC publié en octobre dernier, qui nous dit qu'il nous reste à peine une décennie pour agir, pour éviter les pires impacts des changements climatiques. On peut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut reconnaître que c'est une urgence, que c'est une crise et que les craintes exprimées par les jeunes dont je fais partie, sont tout à fait légitimes. Je pense que malheureusement,
nos représentants, nos décideurs politiques ont tenté de minimiser ou de même ridiculiser l'éco-anxiété, de venir ridiculiser des idées comme le fait que les jeunes craignent d'avoir des enfants parce que imaginent difficilement leur futur. Ben c'est nier toute l'urgence, puis le sentiment un peu d'inquiétude grandissant de la part de toute une génération. Puis je pense que tous nos décideurs, les personnes en position de pouvoir ont tout intérêt à comprendre pourquoi on en est rendu là maintenant, puis à poser des gestes qui vont nous permettre de résoudre cette crise climatique parce qu'il y a certainement des opportunités de créer une transition plus écologique pour le Québec, puis peut-être en même temps d'abaisser les inégalités sociales parce qu'à travers la transition, on veut que ce soit une transition qui est juste, qui est inclusive, qui est équitable pour tous. Donc c'est vraiment une véritable opportunité de s'arrêter puis de se pencher sur comment est-ce qu'on veut vivre ensemble pour 2030 ou encore pour 2050. Oui. Professeur Sauvé, êtes-vous éco-anxieuse? Et est-ce que on s'adresse justement aux jeunes que vous croisez à l'université? Est-ce que vous adressez à eux de la même manière qu'il y a 15 ans ou est-ce que vous soulignez un peu plus cette urgence-là? Il y a une conscience qui s'est avivée dans l'ensemble de notre société et les jeunes, évidemment, participent de ce regard réaliste porté sur ce qui se passe, des liens entre notre société et l'environnement. En fait, on s'adresse à des jeunes plus éclairés, plus conscients, plus désireux de faire partie de la solution. On s'adresse à des jeunes qui demandent qu'on leur fasse confiance et qu'on les supporte. Donc, oui, et cette éco-anxiété, elle trouve réponse dans une pédagogie de l'espoir. Et c'est important de la déployer. Alors, l'espoir, on le prend à partir d'une meilleure compréhension des choses et de la perspective de certains éléments de solution. Certains de ces éléments-là sont à une échelle personnelle, d'engagement quotidien, qui prend un certain courage, authenticité, constance, mais beaucoup à l'échelle de l'engagement collectif. C'est ensemble qu'on développe un pouvoir-faire qui peut tranquillement contribuer à transformer les réalités. Pour moi, le mot environnement et le mot ensemble, ça va de pair. Ça va de pair, tout à fait. Oui. Je trouve malheureusement qu'au niveau peut-être de l'école ou de la sensibilisation qu'on fait, même s'il y a beaucoup de choses, beaucoup de données scientifiques qui se sont accumulées au fil des années, il y a malheureusement pas eu un si grand changement de paradigme dans les gestes qu'on prône ou dans le discours général. J'entends encore trop souvent des gens qui disent « Ah oui, je lutte contre les changements climatiques, je fais du recyclage. On en parle depuis des décennies. Il faut bien plus que du recyclage si on veut résoudre la crise climatique. Donc, je pense qu'au niveau des discours, des messages qui sont portés ou des types d'actions, malheureusement, l'école n'a pas nécessairement été suffisamment en mesure de s'adapter puis d'être à l'avant-garde comme on a peut-être pu l'être il y a quelques décennies. Donc, il y a certainement un rattrapage puis une mise à l'agenda politique des questions environnementales pour s'assurer que l'école soit aussi adaptée à la crise climatique, puis soit en mesure d'offrir des pistes de solutions, des pistes de réflexion pour former de véritables éco-citoyens, des éco-citoyennes qui vont être aptes d'agir dans un monde totalement différent. Donc, je sens qu'il y a quand même un décalage entre les discours qu'on prône depuis des années et les faits scientifiques qui nous amènent, en fait, face à un triste constat qu'on a échoué à mettre en place des actions pour éviter ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est une crise climatique. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Gauthier, vous avez voulu souligner les 40 ans de votre organisme Environnement Jeunesse par une randonnée à vélo Montréal-Trois-Rivières. Pourquoi cette destination et ça a changé, je suppose, beaucoup. Étiez-vous nombreux à pédaler jusqu'à Trois-Rivières?
On a été une dizaine de vaillantes cyclistes à parcourir 150 kilomètres de Montréal à Trois-Rivières pour souligner nos 40 ans. On a choisi de faire une randonnée à vélo parce que ça fait référence aux randonnées historiques de l'organisme qui ont été initiées au début des années 2000, où à l'époque on souhaitait intervenir, présenter des revendications à l'Assemblée nationale sur la question climatique, et on se disait se déplacer en voiture, aller porter des revendications en char à Québec, c'était tout à fait incohérent avec le discours qu'on prônait. Donc, il y a deux cyclistes, deux personnes très engagées, Richard Dugas et Luc Parlavecchio, qui ont décidé d'enfourcher leur vélo à l'époque en 2002, en plein mois de février, dans la neige, dans le froid, pour aller porter des revendications pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'était un clin d'œil historique pour nous de faire cette randonnée à vélo. Et puis, on a tenu également à Trois-Rivières un événement sur la justice climatique. Pourquoi Trois-Rivières? Eh bien, c'est là que l'organisme a été fondé en 1979, donc il y a de ça 40 ans. Et on trouvait intéressant justement d'y retourner alors qu'il y a quand même beaucoup d'histoire là, dans cette ville pour l'organisation. On s'était parlé il y a environ 6 mois de ça. Vous étiez venu nous présenter votre poursuite. Là, donnez-nous un petit peu des nouvelles de cette poursuite judiciaire. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Depuis le dépôt de notre poursuite le 28 novembre dernier, on a eu une audience en cours où on est allé présenter notre demande d'autorisation pour exercer une action collective au nom de toute une génération pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement canadien au cours des 25 dernières années. Donc, on a eu l'occasion de présenter notre dossier devant le juge Morrison à la Cour supérieure du Québec qui, malheureusement, ne nous a pas donné l'autorisation d'aller de l'avant avec notre procès. Par contre, on est en ce moment en attente pour avoir une prochaine date d'audience, cette fois devant la Cour d'appel du Québec, parce que on s'arrêtera pas là, bien sûr. Donc, on va faire de nouveau une demande, cette fois à la Cour d'appel. Puis, c'est certain que ça ajoute quelques mois de délai à cette procédure judiciaire, mais c'est certain qu'en lançant, il y a près d'1 an maintenant, cette poursuite, on s'attendait pas non plus à ce que ce soit facile. C'est un très gros dossier. On s'attaque d'une part au fait que le Canada n'a même pas de cible cohérente là, avec la meilleure science actuelle pour respecter l'accord de Paris. Actuellement, notre cible est une hausse de nos émissions par rapport à 1990. Donc, c'est vous dire à quel point c'est une cible ridicule puis totalement incohérente là, avec le leadership annoncé du gouvernement. Et d'autre part, parce que le plan d'action qu'on a en ce moment ne nous permet même pas d'atteindre la cible qui est totalement inadéquate. Donc, on considère que c'est une grossière négligence et les impacts des changements climatiques ont déjà et auront des impacts catastrophiques sur notre génération. Souvent, j'entends dire, ah oui, mais les aînés aussi sont particulièrement affectés et j'en conviens, les aînés, donc les deux extrémités de la population sont parmi les plus vulnérables. Mais quand moi, j'aurai 80 ans, ben les impacts que je vais subir sont d'autant plus grands. Donc, on tient aussi à exprimer notre solidarité avec toutes les générations de tout âge, mais aussi partout sur la planète. On le sait, il y a des gens qui sont encore plus affectés, qui vivent dans un contexte de pauvreté, parfois près des côtes, qui sont encore plus vulnérables que nous. Donc, on tient aussi à rappeler ces enjeux-là de justice qui dépassent bien sûr nos frontières. Oui, d'où l'importance de sensibiliser les jeunes à l'environnement. Professeur Sauvé, vous pilotez aussi une initiative intitulée, justement, vous en avez parlé, vers une stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Il s'agit d'une mobilisation donc de la coalition éducation environnement éco-citoyenneté pour promouvoir l'environnement dans les divers milieux d'éducation. Expliquez-nous en détail comment ça pourrait s'arrimer et comment rendre ça possible finalement. Oui, la production de cette stratégie-là a été vraiment une belle aventure où des chercheurs à l'université se sont associés à des partenaires de ce qu'on appelle la société éducative, parce que l'éducation n'est pas que du ressort de l'école, il y a tout le milieu non formel aussi où se développe une compétence extraordinaire en matière d'éducation à l'environnement. Donc, en fait, on s'est réunis
plus formellement depuis 2014. Et on a élaboré ensemble un diagnostic de la situation. Est-ce que l'école, en ce moment, offre aux jeunes un contexte d'apprentissage, de développement personnel et social adéquat au regard de ce monde dans lequel nous vivons? Alors, on a posé un diagnostic assez sévère sur le système d'éducation, tant depuis le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et là, on s'est dit, mais quelle éducation voulons-nous? Et ensuite, quelles seraient les stratégies, en fait, les mesures à prendre pour y parvenir? Et c'est comme ça qu'on a déployé, en fait, toutes les bonnes idées qu'on portait collectivement pour construire cette stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Et il est certain que il y a une grande importance à accorder au curriculum, d'accord, au programme de formation, une grande importance à accorder à la formation des enseignants, une grande importance à accorder à l'écologisation des cursus de l'enseignement supérieur. Donc, en fait, c'est un chantier incroyable à déployer. C'est pour ça qu'il faut être nombreux pour le faire. Mais il y a des mesures quand même concrètes. Par exemple, il est important d'ajouter dans le référentiel de compétences des enseignants en formation initiale une compétence qui a trait au fait d'être capable d'ancrer les situations éducatives dans les réalités socio-écologiques du milieu. Je pense qu'il faut apprendre à développer, à travailler à l'école dans une perspective de communauté éducative, de société éducative. Les projets sont multiples. J'aurais de la difficulté à en pointer un en particulier, m'en viennent. Si vous voulez, je peux vous en raconter. Mais ils sont foisons, ces projets-là. Et justement, il importerait d'en faire des récits et de les rassembler et de les rendre disponibles. Et c'est une des mesures que nous avons proposées hier à notre ministre Jean-François Roberge, de produire un matériel de formation continue des enseignants dans les milieux scolaires pour les accompagner dans la relecture des programmes, se rendre compte finalement qu'on n'a pas à attendre la grande révolution de la prochaine réforme. Il y a déjà là des éléments qui permettraient de développer une éducation à l'environnement à l'école et de célébrer justement à travers des projets féconds toutes les initiatives qui peuvent inspirer d'autres collègues. Alors on espère que ces mesures concrètes qu'on est allé porter et qui sont explicitées dans la stratégie québécoise d'éducation qu'on a déposée, on espère que ces mesures-là puissent être mises en place. Ces mesures-là parmi d'autres. Là. Il faut la lire, la stratégie. Elle est sur le web. Oui, pensée vert, donc c'est pas incompatible avec l'école. Existe-t-il ici au Québec, au Canada ou même ailleurs des exemples d'arrimage réussi entre le milieu éducatif et les organismes de promotion de l'environnement? Madame Gauthier? Ben, dans notre rôle chez Environnement Jeunesse, à travers le réseau Cégep Vert du Québec, on a la tâche très difficile chaque année de souligner des projets exceptionnels. Comme Lucie le mentionnait, les projets qui touchent à l'éducation relative à l'environnement ou à l'éco-citoyenneté se traduisent vraiment par des activités concrètes qui sont des activités mobilisatrices. On en a reconnu plusieurs cette année, donc chaque année, on a des coups de cœur. Oui. Par exemple, le Cégep de Granby s'est démarqué dans la dernière année lors de sa collecte annuelle de sang, donc avec Emma Québec, ils ont réussi à convaincre Emma Québec de ne pas distribuer ces fameuses bouteilles d'eau à tous les donneurs, tous les donneuses, pour plutôt privilégier l'utilisation de gourdes réutilisables. Le Cégep est même allé jusqu'à dire qu'il allait pas tenir la collecte annuelle si les bouteilles d'eau en plastique jetables là, étaient utilisées lors de la collecte. Donc ça, c'est un exemple où il y a eu un arrimage. Par exemple, au Collège de Shawinigan, il y a un concours qui a été lancé qui s'appelle Ma classe verte, où le Cégep s'est donné un peu comme mission d'être ambassadeur de l'engagement dans les écoles primaires. Donc, il y a eu vraiment un travail qui s'est fait avec d'autres écoles. Donc, c'est vraiment intéressant au niveau de l'engagement social, au niveau de l'éducation relative à l'environnement.
Puis peut-être un autre projet au Collège Montmorency à Laval, il y a eu une initiative où il y a eu une collecte, une réparation d'ordinateurs qui sont généralement voués soit être enfouis ou recyclés parce que bon, dans un établissement, il y a beaucoup d'appareils informatiques qui sont utilisés et donc avec des étudiants qui sont spécialisés justement en technique d'information, réparation d'ordinateurs, il y a une réparation par les étudiants pour ensuite revendre ces ordinateurs-là à d'autres étudiants dans le besoin à prix modique. Donc, il y a vraiment des initiatives très intéressantes qui peuvent être mises en place dans les établissements. Je vous en donne quelques exemples, mais il y en a à la tonne. Ce sont des bons exemples. Professeur Sauvé, il suffit pas d'apprendre des choses sur l'environnement, mais il faut aussi développer des compétences critiques ou même politiques pour participer à la reconstruction de ce monde, n'est-ce pas? Mais tout à fait. Et oui, certes, il faut développer une certaine culture environnementale, une compréhension de base des phénomènes écologiques, en fait socio-écologiques, mais ça ne suffit pas. Et puis aussi, il faut reconnaître que le savoir environnemental, il n'est pas uniquement enfermé dans les livres et sur les rayons de la bibliothèque. Le savoir environnemental, il se vit au fil des jours, il se déploie dans les médias, il se construit entre nous. Par exemple, quand les élèves d'une école ou les citoyens d'une municipalité observent, par exemple, l'arrivée d'un projet insensé, ils n'ont pas au départ l'information qu'il faut pour réagir, pour revendiquer, pour justifier leurs craintes, leur inquiétude. Ils ont une intuition qu'il y a une dysfonction, qu'il y a une usurpation, mais on le construit ensemble, ce savoir-là, dans une vaste enquête collective, une vaste investigation. Donc, en fait, en environnement, on crée du savoir ensemble. Et on crée du savoir sur notre relation aussi à ces réalités-là. Donc, oui, il faut apprendre à acquérir du savoir de façon critique, à l'accueillir de façon critique, ce savoir-là, à le construire et à développer aussi une compétence éthique, se questionner sur les valeurs qui sont sous-jacentes aux réalités de notre société. Et là non plus, les valeurs, elles sont pas données. Les fameuses valeurs toutes construites comme respect, responsabilité, c'est à la fois vide et plein. Alors qu'est-ce qu'on met dans ces valeurs-là? À quoi ça correspond exactement? Comment on associe ces valeurs-là et dans quel système? Donc construire construire ensemble un système éthique. Et puis, évidemment, des compétences politiques, savoir dénoncer, savoir résister, savoir proposer. C'est extrêmement important. Et il faut être capable d'argumenter, de participer à toutes les plateformes du débat public, d'exiger que de telles plateformes soient mises en place. Et qu'elle soit mise en place de façon à ce qu'une réelle démocratie puisse s'exercer. L'éducation relative à l'environnement nous invite justement à nous inscrire dans ce monde, à choisir comment on va s'inscrire comme vivant parmi les vivants. Oui, et à aller marcher donc cette semaine. Donc je vous remercie beaucoup. Donc on était en compagnie de Lucie Sauvé, vous venez de l'entendre, la directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté de l'UQAM, et de Catherine Gauthier, la directrice générale d'Environnement Jeunesse. Merci à toutes les deux. Je vous en prie. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Pour réécouter cette émission, restez à l'écoute car nous avons des rediffusions au cours de la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Allez, je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique